Bonjour et bienvenue à ce 23e numéro de Territoire Éco. Territoire Éco, c'est l'émission dédiée à l'économie azuréenne du groupe Nice Matin, réalisée en partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie Nice Côte d'Azur et nos confrères de Tribune Côte d'Azur. À mes côtés pour présenter cette émission, Agnès Farougia du service économie de Nice Matin et Isabelle Ozias, rédactrice en chef de Tribune Côte d'Azur. Bonjour mesdames. Bonjour. Première partie de ce Territoire Éco, la grande interview. Et nous recevons aujourd'hui Mathieu Debonnet. Mathieu, bonjour. Vous êtes le fondateur et dirigeant de TSE à Sophia Antipolis. Alors TSE a été fondé il y a presque 10 ans, en 2016, et c'est l'acronyme de Third Step Energy. Alors avec le mot énergie dans son nom, on se doute bien du secteur dans lequel vous évoluez, mais expliquez-nous ce que vous faites exactement et d'où vient le nom. Bonjour Karine. Alors, le nom, c'est donc Third Step Energy provient d'un roman ou d'un livre de projection économique de Jeremy Rifkin, qui annonce que la troisième révolution industrielle, ce sera celle de l'énergie décentralisée, contrairement à l'énergie centralisée des grandes centrales nucléaires ou des grandes centrales à gaz. Et qu'est-ce que c'est ? Ce sont les énergies renouvelables au cœur des territoires. En gros, l'image, c'est chaque village, chaque ville serait en capacité de produire sa propre énergie décarbonée, notamment. Et donc vous êtes un énergéticien. Et TSE, donc on fait partie de ce grand mouvement de décarbonation. Donc TSE, on est basé à Sophia Antipolis, c'est 300 personnes, on est un énergéticien intégré. Qu'est-ce que ça veut dire ? On développe nos projets, on les finance, on les construit, on les raccorde au réseau, et ensuite on vend aujourd'hui notre énergie principalement des entreprises. Agnès ? Moi, je vais les demander concrètement, vous adressez à quel type de public et qu'est-ce que vous faites exactement et quels sont vos objectifs ? Alors on a un objectif de fond qui est d'accélérer la souveraineté, la construction de la souveraineté énergétique à la fois de la France et de l'Europe. Alors qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y a un message commun en France qui pense qu'on est dans un pays souverain énergétiquement parce qu'on a beaucoup de nucléaire. Or, la France, aujourd'hui, c'est encore 63% de fossiles. Donc, on est tout sauf souverain. Alors, on continue à importer à peu près 60 milliards d'euros, entre 60 à 80 milliards d'euros par an, de gaz ou de pétrole. Et on le voit dans le contexte géopolitique avec l'Ukraine ou ce qui se passe avec Trump, la France et l'Europe ne sont pas souverains énergétiquement. Comment on peut devenir souverain ? En déployant massivement les énergies renouvelables qui se déploient extrêmement rapidement à des coûts aujourd'hui extrêmement compétitifs. Donc le but de TSE, c'est d'inscrire dans ce grand mouvement de souveraineté et de produire cette énergie au cœur des territoires à un prix ultra compétitif pour le vendre au plus grand nombre d'entreprises, qu'elles soient de services ou industrielles. Et sur votre cible de marché, quelle est votre force, votre différenciation par rapport à la concurrence ? Alors, on est dans un modèle intégré avec, depuis très longtemps, la croyance que ce qui fait qu'on sera capable de basculer justement dans cette souveraineté énergétique décarbonée, c'est le signal du prix. On peut rêver d'une énergie verte, vertueuse, c'est joli, c'est appelé à tout le monde. Si le signal prix n'est pas celui d'un prix très compétitif, je ne vais pas acheter cette énergie. J'ai besoin que mon entreprise soit compétitive, je suis un industriel, j'ai besoin d'acheter une énergie pas chère. J'ai acheté du nucléaire. Est-ce que demain je vais être capable de l'acheter encore ou pas ? Mais en tout cas, j'ai besoin d'un prix très compétitif parce que je suis internationalisé et c'est l'une de mes composantes de coût. Donc le signal le plus puissant, c'est le signal prix. L'énergie solaire, c'est l'énergie aujourd'hui la plus compétitive de toutes les énergies. Voilà. Et donc l'objectif de TSE, c'est de produire ce kilowattheure qui va permettre la réindustrialisation de la France, qui va permettre l'installation des data centers. Il n'y a pas de data center s'il n'y a pas de signal prix très compétitif. Donc c'est ça l'objectif de TSE. Et concrètement, comment se présentent vos solutions ? Alors concrètement, notre métier, pour aller en détail, quand je dis qu'on cherche absolument à proposer ce prix le plus compétitif, c'est écraser en fait chaque composante du prix. Donc nous, on a une vingtaine de métiers dans la société, entre trouver les terrains, donc ça c'est des géomathématiciens, obtenir des permis de construire, financer les projets, les construire, les opérer et vendre l'énergie. Donc on est un acteur absolument totalement
intégré vraiment dans ce souci premier d'écraser notre prix de revient. Et l'énergie, c'est 3 choses, en gros, c'est une capacité de production, un prix et de la technologie. Et du volume. Et de la capacité, donc beaucoup de volume, effectivement, parce que si on veut être crédible, se destiner à vendre de l'énergie à tous les grands industriels, le SNCF par exemple, l'aéroport de Paris, Intermarché comme on l'a fait l'année dernière, il faut beaucoup de capacité. Et vous êtes justement connu parce que vous avez construit des centrales photovoltaïques qui sont absolument énormes. Alors on a construit la 2e plus grande centrale photovoltaïque de France à la frontière luxembourgeoise dans le Grand Est. Aujourd'hui, on a à peu près 3 gigawatts en développement. Donc 3 gigawatts en développement, c'est à peu près 9000 hectares en développement. On a 300 mégawatts en construction. 300 mégawatts en construction, c'est à peu près 200 millions d'euros d'investissement. On a un objectif d'atteindre 1 gigawatt en 2028, donc ça fait à peu près 600-700 millions d'investissement d'ici à 2028. Et le but, c'est en fait de développer nos centrales sur différents types de fonciers. En France, il y a du foncier dégradé, c'est ce qu'on faisait auparavant. Et puis aujourd'hui, il y a l'avènement de ce qu'on appelle l'agrivoltaïsme. C'est aller développer des centrales sur du foncier agricole, tout en préservant, je dirais, les questions également de souveraineté alimentaire, et donc de faire perdurer l'activité agricole. D'accord. Donc on imagine, vous, ce sont des formes de panneaux photovoltaïques qui s'étendent sur des centaines de mètres, c'est ça ? Alors qui s'étendent sur plusieurs hectares. Alors néanmoins, il faut que, pour des questions assez fondamentales d'acceptabilité sociétale, sociale, territoriale, chez TSE, on privilégie plutôt des projets à taille humaine. À taille humaine, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire plutôt autour de 10 à 15 hectares. Et 10 à 15 hectares, c'est largement suffisant pour atteindre ce fameux prix très compétitif. Donc on ne rêve pas de projets absolument géants qui vont recouvrir un peu, dans un espèce de fantasme un peu collectif, qui recouvrirait les campagnes françaises. On n'a absolument pas besoin de ça. Donc des projets à taille réelle, à taille humaine, qui nous permettent par contre, ou qui sont le garant d'un prix très compétitif. Mais concrètement, 10 à 15 hectares de fermes photovoltaïques, ça alimente combien de foyers par exemple ? Alors 10 à 15 hectares, ça va approvisionner un village de 2 à 3 000 habitants en totalité, donc quasiment, je dirais, en question, si on prend un village et on dit ce village devient souverain ou autonome, une centrale de 10 à 15 hectares, ça peut fournir l'électricité pour un village de 2 à 3 000 personnes. Sauf qu'à côté, vous avez des artisans, vous avez un boulanger, vous avez un boucher, vous avez 2-3 entreprises, peut-être une grande entreprise à 15 km, un peu plus grande, une imprimerie par exemple. Et donc on ne regarde pas uniquement le nombre d'habitants, mais on essaie de faire une analyse économique d'un territoire, quelle est la consommation du territoire, et d'aller développer les souverainetés par territoire. Agnès ? Oui, moi je voulais savoir, avec tout ce que vous développez, vous avez levé en 2024 plus de 220 millions d'euros. Est-ce qu'on pourrait dire que ce sont des sommes folles, mais est-ce que ce n'est pas nécessaire pour accélérer la technologie ? Alors c'est nécessaire pour trois raisons. La première, effectivement, je rebondis sur le volet de la technologie. Comme je vous ai dit, l'énergie, c'est capacité, prix et technologie. Alors technologie, parce que c'est décentralisé. Donc ça veut dire que dans 10 ans, TSE, c'est un acteur qui va gérer 1000 centrales. Donc c'est un espèce de grand modèle mathématique d'exploitation. Donc forcément, il y a beaucoup de technologies, des panneaux qui tournent, des onduleurs, il y a l'électricité, des transformateurs, etc. C'est très technologique, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que pour développer un projet en France, il faut 5 ans. TSE, c'est une entreprise de 300 personnes. Donc il faut porter le développement pendant 5 ans, de 300 personnes. Et que le troisième point, c'est que quand je dis qu'on est énergéticien, c'est que chacune des centrales, elle nous appartient. On en est propriétaire. Et on vend l'électricité de nos centrales. Et donc on a forcément une quote-part de fonds propres à amener, d'où la nécessité entre le financement de la société, le financement de la technologie et notre quote-part de fonds propres, de lever beaucoup de fonds. Donc c'est un peu notre métier, à côté du développement de nos projets, de lever beaucoup de fonds. Comment on s'y prend pour lever justement des sommes pareilles ? Quels sont les investisseurs ? À quelle porte vous allez taper ? Alors aujourd'hui, c'est un domaine qui est assez balisé.
dans le monde entier, hein, pas uniquement en France. Tous les grands fonds d'investissement regardent ça, tous les grands fonds publics d'investissement regardent ça. Donc on a à notre capital BPI, par exemple, on a à notre capital une grande banque, le Crédit Agricole, et on a à notre capital Eurazeo, donc le premier fonds français d'equity privé. Et puis on a également des plateformes de co-développement avec la Caisse des dépôts. Donc vous voyez, beaucoup de partenariats, si je peux dire, un peu public-privé, parce qu'il faut beaucoup de fonds et qu'on tient à cette image de souveraineté française. Donc forcément, les acteurs de la souveraineté française, ce sont aussi des acteurs publics. C'est une ligne gouvernementale, donc vous êtes dans les clous. On est à peu près dans les clous de cette construction très importante de l'autonomie énergétique. Je reviens sur la grille photovoltaïsme, un peu compliqué à dire ce mot. Donc vous mettez des panneaux solaires au-dessus des surfaces agricoles, qui permet aussi de préserver aussi l'agriculture au niveau du stress hydrique, etc. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce que ça apporte en plus de fournir de l'énergie ? Alors la question de l'agrivoltaïsme, elle est survenue lorsque les terrains dégradés sur lesquels on pouvait travailler jusqu'à présent se sont réduits comme peau de chagrin. Excusez-moi, c'est quoi des terrains dégradés ? Alors ça peut être des friches industrielles, ça peut être d'anciens sites d'enfouissement de déchets, ça peut être d'anciennes plateformes de construction d'autoroutes, ou voilà, donc tout ce qui était des sites anthropisés sur lesquels on n'était plus capable de redévelopper des activités économiques. Donc c'était un peu notre terrain de chasse, et puis à un moment ce terrain de chasse il s'est réduit forcément. Et la France est le pays qui compte le plus grand nombre d'hectares utiles en Europe, 29 millions d'hectares. Donc l'idée, c'est une loi qui a été portée par Agnès Pannier-Runacher en 2023, la loi APER, qui avait l'excellente idée de se dire, on a 29 millions d'hectares, est-ce qu'on ne peut pas aller faire de l'énergie sur ces hectares-là ? Comment on le fait ? Est-ce qu'on est capable de produire à la fois de l'énergie, tout en produisant des aliments, tout en produisant... en protégeant les troupeaux, en faisant de la préservation de prairies, parce que les prairies aujourd'hui, c'est ce qui stocke plus de carbone que la forêt. Donc c'est une question qui s'est posée. Donc c'était à nouveau une question technologique, c'est quelle solution on va. Donc on y va avec des panneaux un peu surélevés, des panneaux qui prennent très peu d'emprise au sol, qu'on écarte, qu'on fait tourner, parce que comme ça on produit le matin, on produit aussi le soir. Donc on a une courbe de production qui est beaucoup plus proche de celle de la consommation. Et quand on les écarte, on peut permettre à l'agriculteur de continuer à faire paître ses troupeaux, de faire pousser l'herbe, de faire pousser du blé, de faire pousser n'importe quelle culture, de passer avec les plus grandes machines. Et qu'est-ce qu'on fait ? On produit donc de l'alimentation tout en produisant une énergie qui n'était pas il y a 2 ans ou 3 ans auparavant. Donc toute la question des souverainetés dont je parlais tout à l'heure, elle est au cœur de ce grand progrès. Produisons l'énergie tout en continuant à produire notre alimentation. Tout en aidant les agriculteurs et les éleveurs ? Ils réagissent comment ? Alors tout en aidant, parce qu'un agriculteur, il est intrinsèquement attaché à son activité tous les jours, son activité culture, son activité d'élevage. C'est un métier qui est assez prodigieux, c'est un métier qui est très difficile dans le contexte de réchauffement climatique qu'on est aujourd'hui, et dans le contexte très chahuté, je dirais, de l'économie et du prix des céréales, etc., du prix des engrais qui viennent majoritairement de Russie. Et donc l'idée, c'est on produit l'énergie, l'agriculteur peut continuer à produire ses végétaux, et on apporte une petite brique, je dirais, de soutien financier, parce qu'on paye un loyer lorsqu'on s'installe sur un terrain. On paye un loyer, qu'est-ce que ça fait ? En fait, on constitue un socle de revenus garanti. Et pour un agriculteur, un socle de revenus garanti, il dépend beaucoup moins à ce moment-là du prix du blé qui est fixé au Caire et dont lui absolument n'a aucune influence. Si une année, il rentre dans une année de sécheresse extrême, il sait qu'il a ce petit matelas. Parce qu'un agriculteur, c'est quelqu'un qui investit en permanence. Il achète des tracteurs, il construit des bâtiments, etc. Et c'est un socle qui permet justement à lui, puis éventuellement à ses investisseurs ou à ses banquiers de se dire « mais là, il y a un revenu qui est garanti ».
Et donc du coup, ils sont plutôt open sur le concept. Alors ils sont plus qu'open, mais je vais vous faire une petite rétrospective pour comprendre qu'en fait les agriculteurs ils sont au cœur de toutes les transitions. L'énergie il y a 2 siècles, elle a été fabriquée déjà au sein du monde agricole. C'était qu'on a connu nous sur la Côte d'Azur, c'était les moulins. Les moulins ils étaient chez qui? Ils étaient chez les agriculteurs. Et que ce soit des moulins à huile ou des moulins à farine, ils étaient partout dans le monde agricole. Et c'était la première énergie, c'était l'énergie du vent qui était absolument nécessaire pour produire les farines ou l'énergie hydraulique. Voilà. Donc les agriculteurs ont toujours été au cœur des transitions énergétiques et ils le sont doublement aujourd'hui, que ce soit avec l'agri-PV, que ce soit sur les futures, j'espère, grandes productions de biocarburants à destination de l'aviation par exemple, ou biocarburants de façon générale, de la biomasse, du biogaz. Donc le monde agricole aujourd'hui, c'est fondamental, il est au cœur de toute la grande transition énergétique française. Isabelle ? Encore un mois, non, c'est pas Agnès qui reprend. Non, moi j'allais juste vous demander, dans les Alpes-Maritimes, dans le Var, enfin en région PACA, est-ce que vous arrivez à trouver du foncier, là où c'est un petit peu plus rare peut-être en sud-est? Alors c'est plus que très très rare, c'est une aiguille dans une botte de foin, très clairement. Et pour l'agriculture, là... Alors, l'agriculture, elle est extrêmement clairsemée et petite, c'est pas la grosse partie de l'économie de la Côte d'Azur. On a un foncier entre la bande littorale qui est quand même bien occupée, et les montagnes qui sont juste derrière, sur lesquelles nous, TSE, on n'a pas particulièrement envie d'aller faire des projets qu'on aurait du mal à intégrer dans le paysage. Ouais. Néanmoins, on a une petite centrale qui est en cours de développement à Valbonne. Le permis a été déposé il y a quelques mois sur un ancien site d'enfouissement qui appartient à la commune de Valbonne, donc qui était abandonné depuis une vingtaine d'années. On a co-construit un projet avec la mairie de Valbonne, dont on espère obtenir le permis là d'ici l'été et construire cette centrale qui sera une vitrine technologique pour TSE courant 2026. Pour alimenter pour alimenter une partie de Sophie Antipolis, une partie de la commune de Valbonne, tous les gens qui sont autour de cette centrale. Et du coup, on parlait de Sophie Antipolis, c'est votre siège social. C'est pas le choix qu'on aurait pu attendre pour une boîte comme la vôtre? Qu'est-ce qui vous pousse à rester chez nous, à Sofia? Alors moi je suis un bébé Côte d'Azur, je suis pas né sur la Côte d'Azur, mais j'ai fait mes études sur la Côte d'Azur, donc je suis assez fidèle j'ai envie d'être fidèle à ce département qui dispose d'une très belle économie, que ce soit dans le service ou dans l'industrie. Et Sofia, c'est un vivier d'ingénieurs en tout genre. Et nous, on est extrêmement concentrés sur les sujets de data. Quand je vous dis à un moment, on va avoir 1000 centrales photovoltaïques sur l'ensemble du territoire national français. C'est beaucoup de data qui remontent pour des arbitrages de valorisation, couper les centrales, les redémarrer, essayer d'en optimiser le rendement. Et tout ça, c'est beaucoup d'ingénieurs data. Et il y a à Sophie Antipolis, l'une des meilleures écoles au monde sur l'énergie solaire, c'est l'école des mines de Sophie Antipolis, avec parmi les plus grands spécialistes au monde sur les questions de ressources solaires. Et donc chez TSE, on a un certain nombre de thésards, ingénieurs qui viennent de cette école et qui travaillent sur des sujets technologiques absolument prodigieux. C'était ma question sur les projets de R&D que vous avez aujourd'hui en développement. Qu'est-ce qui va se passer de nouveau ? Alors on avait par exemple, Pierre, on a lancé un grand projet de jumeaux numériques. Alors on parle beaucoup dans la technologie de jumeaux numériques. Alors, qu'est-ce que c'est pour nous un jumeau numérique ? C'est de se dire qu'on a 1000 centrales qui produisent sur un climat du Grand Est, du Grand Ouest, du Nord, du Sud, etc., du Centre, avec différentes technologies, avec de la batterie, dans un contexte de marché de prix court terme, de prix moyen terme, de prix long terme. Et tout ça, ça va générer quel chiffre d'affaires ? Et comment on va essayer de l'optimiser ? Et est-ce qu'on attend 2032 d'avoir 1000 centrales en fonction ? Ou est-ce qu'on se dit qu'on crée un énorme jumeau numérique pour savoir déjà, chaque année, combien on va créer de chiffre d'affaires, combien on va gérer de chiffre d'affaires ? Donc ça, c'est un projet techno d'ampleur. C'est développer
à Sophia Antipolis. Et à côté de ça, on a une trentaine d'ingénieurs qui sont également à Bourgoin. Alors là, plutôt sur des projets de hardware, donc tous les sujets qui sont au cœur de la transition, les batteries. On était ce qu'on appelle une énergie un peu alternative. On nous reprochait, lorsqu'on fait tourner les panneaux et qu'on y met de la batterie, on n'est plus une énergie alternative. On est capable d'avoir quasiment ce qu'on appelle un bandeau, donc de produire quasiment sur la courbe de la consommation. Donc beaucoup de questions au niveau du stockage et beaucoup de questions au niveau également des arbitrages de marché, avec une capacité de pouvoir couper et redémarrer une centrale en 1/10 de seconde. Bon, ça c'est beaucoup de R&D qu'on développe en interne chez TSE. Dans cette souveraineté que vous appelez de vos voeux, est-ce qu'il ne vous manque pas quelque chose d'important? C'est la fabrication du matériel. Est-ce que là, la France peut répondre à vos besoins? Il y a des nouvelles giga-usines qui sont en train de se construire, mais est-ce que ça aussi, c'est une volonté de votre part que d'aller aussi sur de la fabrication française ou européenne? Alors, il y a deux réponses à cette question. La première chose, c'est que cette transition énergétique là, sur le solaire, elle est possible aujourd'hui en se disant que justement on est capable d'envoyer ce signal prix aux industriels parce qu'un très grand pays loin d'ici, la Chine, a déjà fait sa transition énergétique. On ne le voit pas en Europe, mais la Chine a déjà fait sa transition énergétique. Et elle l'a fait parce qu'elle a ces géants qui produisent des milliards d'euros de panneaux à des coûts absolument dérisoires. À bas prix, oui. À très bas prix, mais très technologiques. Et aujourd'hui, un panneau solaire chinois, c'est 10% du coût d'investissement d'une de nos centrales. Et qu'est-ce que c'est le reste? C'est de l'acier qui provient ou de la France ou de l'Europe. C'est du grillage. C'est des câbles. Les câbles, c'est Nexans. C'est le leader mondial des câbles, c'est français. C'est des gens qui sont des tranchées, qui viennent avec des pelleteuses, ils sont français ou européens. C'est des potes de transformation Schneider, c'est français. Et donc ça veut dire que 90% du montant d'investissement de nos centrales, c'est non délocalisable, c'est français ou européen. Donc dans quel domaine d'activité peut se targuer de se dire la composante chinoise éventuellement critiquable, mais moi je veux revenir là-dessus, c'est pas critiquable, sans eux on ne pourrait pas faire la transition énergétique. Ce n'est que 10%. Le ça reste... Une toute petite brique, voilà, c'est incroyable. Ouais. Exactement. Et donc le on n'est reste... pas loin d'arriver à cette souveraineté qu'on appelle. Mais c'est mon but le plus cher. Et quand on construit notre supply chain, on est chez TSE absolument plus que convaincu, enfin déterminé à construire un écosystème français et européen. Voilà, donc il y a une petite partie de composante chinoise, le reste c'est non délocalisable, et je dirais un point très important, c'est que, pour revenir sur mon premier point de la souveraineté, c'est qu'une fois qu'on a construit une centrale et qu'on a mis en service, elle va produire pendant 40 ans. On a 40 ans de production d'énergie souveraine. Alors que le gaz, vous l'importez, vous importez un bateau, un mois plus tard, il est consommé, il faut en importer un deuxième. Et donc, quand vous créez une centrale, vous avez 40 ans de souveraineté devant vous. 40 ans de génération de PIB, de génération de valeur au cœur des territoires. Alors justement, ces centrales, vous êtes sur 7 projets actuellement en France. Est-ce que, avec en plus cette chaîne européenne qui s'est tissée sur la fabrication, est-ce que vous regardez un petit peu hors frontières, hors des frontières françaises en tout cas? Alors on regarde hors des frontières françaises, pas très loin d'ici, en l'occurrence l'Italie, oui, qui est juste à côté de chez nous. Et pourquoi on regarde l'Italie? Pour 3 raisons. La première chose, c'est que nous on est carboné à 63%, l'Italie est carbonée à 82%. Donc ils dépendent encore plus de Poutine, du Qatar, de l'Algérie ou de Trump. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, ils ont une agriculture qui est aujourd'hui la plus victime du réchauffement climatique, avec donc des années, par exemple sur les noisettes, il y a 2 ans, ils ont eu une réduction de la production de noisettes de 50% parce qu'il a fait très chaud, il n'y a pas eu d'eau. Voilà.
Donc l'agriculture italienne, elle a besoin effectivement de se protéger du soleil, d'apporter des solutions de résistance au stress hydrique, au stress thermique, et ça, c'est possible avec l'agri-PV. Et puis l'agrivoltaïsme, excusez-moi. Et puis le troisième élément, c'est que l'énergie en Italie, elle est beaucoup plus chère qu'en France. L'Italie, c'est un grand pays exportateur, peut-être encore un peu plus qu'en France. Et donc les industriels italiens sont extrêmement concernés par la volatilité des prix de l'énergie. Et quand on développe un projet chez TSE, et qu'on vend notre énergie, je vous dis, on vend notre énergie aujourd'hui, 55% de l'énergie qu'on vend, qu'on met sur le réseau, elle est vendue à des industriels. Intermarché, Albéa, Agria, une des plus grandes coopératives de France, Biomérieux, un des leaders mondiaux de la médecine. On fait des contrats sur 20 ans. Donc c'est-à-dire que l'industriel, il n'y a plus besoin de se dire, la prochaine crise énergétique, c'est quand ? C'est dans 5 ans, c'est dans 10 ans, et là, pour rappel, la dernière crise énergétique, les prix sont passés de 60 € à 300, 400. Et là, 400 €, une imprimerie, ça va durer 6 mois, puis après elle va fermer. En Italie, le prix de l'énergie est quasiment 2 fois plus cher qu'en France. Et tout le monde a bien compris que l'énergie solaire, aujourd'hui, c'était une chance de pouvoir réduire le montant de cette facture-là. Donc, le monde agricole italien pousse, le monde industriel italien pousse, et aujourd'hui, il y a un plan de développement agrivoltaïque en Italie de 2 gigas par an, donc 2 gigas, ça fait à peu près 5000 hectares, et ça tombe bien parce que la loi, elle ressemble beaucoup à la loi française, donc beaucoup de similarités technologiques, beaucoup de similarités réglementaires, et puis c'est pas très loin de chez nous, donc on regarde ces marchés de très très près. De belles perspectives donc de développement pour TSE. Merci à vous trois. Mathieu, vous restez avec nous et nous allons passer au journal de l'écho. Agnès, Isabelle, comme à l'accoutumée, vous avez scruté attentivement l'actualité économique azuréenne de ces dernières semaines. Et qu'avez-vous remarqué ? Je crois savoir qu'on commence peut-être avec des trophées. On commence avec des trophées, tout à fait, Karine. La 4e édition des trophées de l'hypercroissance qui sont pilotés par Rice Partners s'est déroulée à Marseille au mois de mars et 4 trophées étaient en jeu et 2 sont revenus à des azuréennes. La Laurentine Envoi du Net, qui est la spécialiste de l'envoi de colis pour le e-commerce, a ramené à la maison le prix de la scale-up de l'année, 22 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2024. Elle était donc en forte croissance. Et la niçoise Legapass, qui est revenue avec le prix coup de cœur du jury pour son testament numérique ultra sécurisé. Et on va ajouter à cette liste de lauréats Brand Silver, l'agence de branding et de création de marques basée à Grasse. On lui a attribué un Transform Award, c'est un trophée en diamant. C'est la première fois que c'est un trophée mondial. Et donc Brand Silver, avec ses 2 collaborateurs fondateurs, est arrivé devant toutes les grosses boîtes mondiales du secteur. Donc un grand bravo à elle. Et en plus, le lendemain, il y a eu les trophées européens et Brand Silver a encore gagné un trophée. Alors la première fois, c'était pour June, c'est une association, une plateforme pour une association qui s'occupe des adolescents en détresse psychologique. Et la deuxième fois pour Keros Medica, une boîte médicale. C'est un secteur de prédilection pour Brand Silver. Encore des trophées, Karine. Tant mieux. Pour la première édition des trophées territoire d'industrie qui avait lieu à Aix-en-Provence, 4 sociétés azuréennes ont été récompensées sur les 15 au total. Et chez nous, la Brasserie du Comté, Carestia Arcade Beauty, Inspiration Cosmétique et le groupe Rani ont été honorés et elles vont toutes bénéficier d'un accompagnement. Mathieu, vous n'hésitez pas à intervenir si vous le souhaitez. Et on parle maintenant levée de fonds. Alors c'est une bonne nouvelle, la source n'est pas tarie malgré la conjoncture un peu compliquée du moment. Non, 21 millions d'euros, c'est la plus grosse levée du premier trimestre dans les Alpes-Maritimes. C'est la somme donc à lever Icote, une grassotte qui est spécialisée dans les liants biosourcés qui entrent dans la composition de peinture murale et de vernis et qui permettent de les décarboner un petit peu pour financer son développement et son industrialisation. Olivier Choulet, le fondateur d'Icote, s'est notamment appuyé sur un nouveau fonds d'investissement à impact. Il est français, il s'appelle Iota Capital Partners. Objectif, multiplier la production par 3, elle est aujourd'hui toisée à 10 000 tonnes par an pour Icote et accélérer sur 2 immenses marchés que sont les USA et l'Asie. Moi aussi, j'ai une levée de fonds. On fait un petit jeu, Karine ? Allez, on fait un petit jeu.
Alors, on va se le faire à la Julien Lepers. J'ai été fondée en 2023, je suis spécialisée dans la promotion et la vente de prestations hôtelières de luxe hors nuitée. Mon siège social est à Nice, mais j'ai un bureau à Paris. J'ai bouclé un tour de table à 1,3 million à la mi-mars et je prévois de recruter bientôt. Je suis... Je dirais bien Stéphanie de Monaco, mais je vais peut-être répondre Sésame. Meilleure réponse, Karine. Et la start-up ouvre ainsi les portes d'une accélération de ses fonctionnalités sur sa plateforme. Et puis pour Symbiose Kéfir, c'est une start-up francilienne qui est accélérée à la Villa Blue by Robertet à Grasse. Recapitalisation à hauteur de 400 000 € en phase de finalisation. Les boissons santé ont la côte, on le sait. Symbiose Kéfir surfe sur le bien-être de notre microbiote intestinal avec succès en proposant un produit à l'indice glycémique revu à la baisse par rapport à la concurrence, et ça, déjà, ça marche sur les investisseurs. Alors, les levées de fonds, c'est cool, mais il n'y a pas que ça dans la vie d'une entreprise. Agnès ? J'ai des nouvelles d'Ecotone, le super projet Sophie Politin qui a été conçu par Jean Nouvel. Selon la compagnie de Falsbourg, le promoteur de l'opération, la première pierre pourrait être posée à la rentrée. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, c'est un énorme projet. Philippe Journeau, le président de la compagnie de Falsbourg, l'a annoncé au dernier MIPIM. 21 000 m² sont déjà réservés. Le Métropolitaine, une grosse salle de sport de luxe. Le Toulousain In Situ, qui est le spécialiste du bureau opéré. Et il y aurait aussi un gros hôtel, mais on ne sait pas encore pour qui. Décidément, Sophia Antipolis à la côte, on en reparle encore avec l'inauguration des locaux de VEV, la nouvelle filiale française du géant suisse Vitol Group, spécialiste mondial des négociations énergétiques, ça doit vous parler. Donc VEV, la filiale française, s'occupera de la gestion des flottes de véhicules électriques, et à sa tête, c'est quelqu'un qu'on connaît bien, Sophia Antipolis, Hanno Klaus Mayer, qui a été pendant 15 ans la tête de pont de SAP Labs. Et le groupe Partouche qui renforce sa présence à Cannes en rachetant 80% des parts du Casino des Princes sous l'hôtel Marriott sur la Croisette. Il s'appellera désormais Casino Partouche Cannes 50 Croisette et il remplacera le 314 qui lui a migré au Palm Beach toujours sous le blason de Partouche. Et le groupe Partouche est à la tête de 44 casinos souvent complétés par des hôtels et des restaurants. J'ai une nomination, Laurent Vella, qui prend la tête de Septéo PropTech à Sophia Antipolis, encore du Sophia Antipolis décidément, la société qui fournit entre autres des documents d'urbanisme et d'état des risques pour les professionnels de l'immobilier. Alors c'est une niche, mais c'est quand même très important. Et était connu sous le nom de Kinaxia chez nous, on les connaissait bien. Et ils ont été absorbés par la licorne montpelliéraine Septéo. Et Laurent Vella, lui, c'est le fondateur d'Avelia, qui est aussi une société dans le monde de la communication des professionnels du droit. Et il a été aussi absorbé par Septéo en 2022, et c'est maintenant lui qui est à la tête de ce petit vaisseau Sophie Politin. Isabelle ? Qui marche bien. Alors au printemps, c'est aussi la floraison des assemblées générales, parfois électives. Ça a été le cas à Télécom Valley, où le ticket présidentiel Teresa Colombi, Julien Holster a été reconduit. Ça a été le cas aussi pour le Sophia Club d'entreprise, où on a confié à Moussa Belkiter de ST Microelectronics un 3e mandat consécutif. C'est enfin le cas pour le Club des entrepreneurs du Pays de Grasse, qui a élu Arnaud Pinte, le patron d'iPaper à Montsartou, pour succéder à Charlotte Desfleurs. Et si on t'est parlé de vos coups de cœur printaniers, mesdames ? Moi j'ai un projet lunaire, mais au sens propre, Karine. Les ingénieurs de Power in Space entendent recharger les batteries des véhicules spatiaux et autres drones volants, mais en orbite, avec des petites stations de ravitaillement qui sont donc situées dans l'espace. C'est ambitieux parce que là-haut, pas de réseau filaire possible, et il va falloir transmettre l'énergie par faisceau lumineux. Ça, vous le faites pas encore chez TSE, mais la start-up... C'est une sacrée piste. C'est une sacrée piste, très sérieux. La start-up est incubée à Tech Forward à Sophia Antipolis, et elle va sûrement établir son siège ensuite chez nous. Ok, Isabelle. Puis on va quitter un peu Sophia Antipolis en s'acoquinant à Phoenix en Provence. C'est une société qui est basée dans le Vaucluse. La branche Health and Beauty de Robertet, le leader mondial de la transformation des matières naturelles pour les aromaticiens et les parfumeurs, s'ouvre de nouvelles opportunités. Alors Agnès, ne jetez plus vos tomates, sachez-le. Utilisez des restes de tomates pour proposer un cosmétique régénérateur de peau sensible. C'est ça le but d'Intelligence Défense. C'est le nom de ce projet qui a été dévoilé en avant-première sur le dernier salon de la cosmétique à Amsterdam, In Cosmetic, il y a quelques jours. Et on finit par quelques flops.
Alors on peut pas vraiment parler de flop, mais c'est une info qui pose question. Le groupe Aqualung, leader sur son secteur du matériel de plongée professionnel et militaire. À Sophia Antipolis. Et de loisirs. À Sophia Antipolis et de loisirs, merci de partager ma petite chronique, devrait changer encore demain. Alors oui, il a été racheté déjà l'année dernière, fin 2023, par l'américaine Barings. Et il est en négociation exclusive avec l'équipementier autrichien Head pour être racheté. Alors, on avait reçu sur ce plateau Michel Abaza, le PDG d'Aqualung, qui vantait les mérites de sa dernière innovation vue et plébiscitée au dernier CES de Vegas. Alors, pourquoi un rachat ? Est-ce que Head va amener un second souffle à Aqualung ? On aura la réponse mi-juin. Alors, Head est surtout connu pour ses raquettes de tennis et ses skis, notamment Novak Djokovic. Alors, c'est pas les skis, mais c'est le tennis et un de ses porte-drapeaux ou porte-raquettes. Isabelle. Raquette pour plonger, moi je veux bien. On va finir par petite nouvelle de nos syndicats patronaux. Alors rien ne va plus entre l'UPE06 et la CPME Sud. L'entente cordiale est écornée. Pierre Hippolito, patron du MEDEF 06, a tensé l'attitude trop attentiste de la part d'Alain Gargani, président de la CPME Sud. Alors en cause le VMR, versement mobilité régionale, une taxe qui menace d'impacter les entreprises. Sur 13 régions françaises, 9 l'ont déjà décliné ou reculé. Alors, qu'est-ce qui se fera dans la région sud ? Bien malheureusement, selon les rumeurs, on serait plutôt parti pour une mise en application quasi imminente. Merci à vous, mesdames, pour ce résumé de l'actualité économique très complet. Merci à vous, Mathieu. Et nous passons désormais à la rubrique En coulisses. La séquence en coulisses nous mène du côté de Nice, dans un secteur qui nous est cher à nous, journalistes, puisqu'il s'agit de l'impression. Nous allons découvrir l'envers du décor de Pierotti et Léger, une imprimerie qui vient de se fêter son 100e anniversaire et qui reste toujours à la page. C'est un reportage de Franck Fernandez et d'Agnès Sarrugia qu'on regarde tout de suite. On imprime des étiquettes adhésives, des notices pharmaceutiques, mais aussi des étuis, des boîtes et des enveloppes. On fête aujourd'hui notre 102e année. Et aujourd'hui, je suis la 3e dirigeante de l'entreprise. L'imprimerie Pierotti est une entreprise niçoise et familiale fondée en 1923. Mes grands-parents ont repris l'entreprise dans les années 64. Aujourd'hui, je suis la 3e génération. Et depuis 2025, l'entreprise se dénomme Pierotti et Léger. On est sur des marchés de niche. On imprime des étiquettes adhésives, des notices pharmaceutiques, mais aussi des étuis, des boîtes et des enveloppes. L'imprimerie s'adresse à tous les clients qui sont fabricants en B2B, du secteur pharmaceutique, cosmétique, agroalimentaire, vin et spiritueux, et aussi les administrations publiques et les partenaires imprimeurs de la région. En 2024, on a fait plus de 17 millions de notices et plus de 20 millions d'étiquettes. C'est nos 2 produits phares dans notre activité. Alors en fin 2024, on a investi dans 3 machines pour 360 000 €. Ces machines nous permettent de développer notre capacité de production, mais aussi d'embellissement pour les étiquettes adhésives. Et pour 2025, nos perspectives de développement, c'est surtout de continuer et de poursuivre une transmission douce auprès de l'équipe en interne. Donc d'investir plutôt dans les logiciels pour notre communication en interne, fluidifier nos contacts aussi avec nos clients et de nombreux recrutements également pour permettre le développement. Un reportage de Franck Fernandez et aussi un reportage d'Agnès Farrugia que vous retrouverez dans les pages du supplément économie de lundi. Place désormais à la dernière partie de Territoire Éco, le pitch, mais avant, je tiens à vous remercier Mathieu de votre participation. Merci beaucoup. Merci Karine. Place donc au pitch du mois. Et la dernière partie de l'émission est dédiée au pitch des jeunes pousses. Et ça tombe bien parce que nous accueillons aujourd'hui sur le plateau Blanche Duncombe, qui est la cofondatrice de La Pousserie à Nice. Blanche, bonjour. Bonjour. Votre jeune pousse est spécialisée dans l'aquaponie végétale et fait croître des micro-pousses. Alors vous avez 90 secondes pour nous expliquer ce qu'est l'aquaponie, à qui vous destinez vos micro-pousses et comment vous voyez votre développement.
Alors bonjour et merci de m'accueillir sur le plateau. Donc je suis Blanche et je suis cofondatrice de la pousserie avec Juliette et Damien, des amis ingénieurs. Nous sommes producteurs de trésors végétaux et nous sommes spécialisés dans les micro-pousses que nous destinons auprès des chefs de la Côte d'Azur. Donc l'aquaponie, c'est une technique agricole ancestrale qui combine poissons et plantes que nous avons adaptées pour recréer un écosystème 100% naturel en intérieur et un circuit fermé. Et cette recette de culture nous permet d'intensifier en goût nos pousses. Donc aujourd'hui, nous sommes basés à Nice et nous travaillons avec près de 120 chefs allant de Menton jusqu'à Saint-Tropez, de la brasserie étoilée au restaurant de brasserie chic, et nous travaillons également avec les métros, la Société des Bains de Mer. Cependant, nos capacités de production sont saturées et nous devons grandir pour pouvoir répondre à la demande. C'est pourquoi nous avons pour ambition de multiplier notre activité par 6 d'ici à 3 ans en ouvrant la première manufacture végétale qui pourra alimenter en aromatiques rares l'ensemble de la région sud. Et c'est pour ça que je pitch aujourd'hui, parce que nous souhaitons vous embarquer dans notre aventure pour notre première levée de fonds à hauteur de 1 million d'euros. Cette levée de fonds nous permettra de financer cette phase de développement et donc d'accélérer notre croissance. Et si vous souhaitez avoir plus d'infos, je vous donne rendez-vous sur notre site internet lapousserie.fr. Merci. Bravo Blanche. Est-ce que vous avez un site déjà en ligne de mire pour installer votre manufacture ? Oui, tout à fait. Ce serait probablement sur la commune de Montauroux, dans le Var. Et vous avez amené avec vous des pousses, vous voulez nous les montrer ? Tout à fait. Alors, je vous ai ramené de la capucine au goût de poivre. Je vous ai ramené de la tagette au goût d'agrumes. Et je vous ai ramené de la moutarde au goût de moutarde, assez classique. Mais je vous laisserai déguster tout ça avec les saveurs intensifiées par nos poissons. C'est gentil, merci à vous. C'est la fin de ce Territoire Éco numéro 23, mais vous pourrez voir et revoir cette émission sur nos sites internet, bien sûr, nos pages Facebook et la chaîne YouTube du groupe 10 Matin, mais aussi sur le site de Tribune Côte d'Azur, tribuca.net. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci à Philippe Bertini et Sophie Doncé à la réalisation, à Chloé Vorgard à la conception. Et merci à vous, Agnès et Isabelle. Et nous nous retrouvons dans quelques semaines pour le prochain numéro de Territoire Éco. Au revoir.